Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin à Bretagne. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette petite heure en direct. Alors vous le savez, c'est la semaine de l'éducation sur France Télévisions et tous les jours nous accueillons du public pendant la matinale. Alors ce matin, c'est une partie de la classe de terminale option cinéma audiovisuel du lycée Bréquigny de Rennes qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés. Un de leurs professeurs d'ailleurs, Stéphane Leroux, sera notre invité, fil rouge, donc vous le retrouverez tout au long de cette émission. On est ravis de l'accueillir. Autre sujet, les fêtes de fin d'année approchent, ça ne vous a pas échappé. Et avec Noël, l'achat de cadeaux, un incontournable bien entendu. Mais pourquoi pas cette année essayer d'offrir à vos enfants des cadeaux durables ou dématérialisés. Un jouet en bois, un abonnement à un magazine ou une inscription à un stage. Gwendoline Brahim, notre chroniqueuse enfant, nous donnera une petite sélection dans quelques instants. Comme chaque semaine, nous ne manquerons pas de mettre en lumière un projet breton en recherche de financement participatif sur la plateforme Kengo. Ce matin, nous recevons Marie Morin. Elle est professeure à l'école Jeanne d'Arc de Plédéliac, une petite commune des Côtes-d'Armor. Cette école privée fait peau neuve et elle a besoin d'argent pour l'aménagement de l'une de ses 3 classes. Et puis le mardi, c'est aussi le jour où l'on s'intéresse à votre santé. Vous le savez, le sujet du jour, c'est très concernant, c'est l'ostéoporose, une maladie qui fragilise les os et augmente les risques de fractures. Une femme sur 3 est concernée après la ménopause, mais les hommes le sont aussi et on le sait moins. Quel traitement, quelle prévention? Nous ferons le point dans quelques instants avec le professeur Pascal Guggenbuhl, rhumatologue au CHU de Rennes. Sans oublier, en fin d'émission, le débriefing de notre chère comédienne Catherine Bossard, toujours pleine d'humour. Voilà pour le sommaire du jour. Bienvenue à tous, bienvenue à vous. Bonjour Stéphane Leroux. Bonjour. Vous êtes professeur de la section cinéma audiovisuel du lycée Bréquigny à Rennes, un lycée très réputé en la matière, inutile de le préciser, mais quand même. Avant de voir en quoi consiste cette formation, on avait envie un petit peu de regarder un sujet sur un métier particulier du cinéma qu'on ne connaît pas forcément, c'est le bruitage. Alors on regarde ce sujet et puis vous allez tout nous expliquer juste après. Des gants de boxe, des ballons, des chaussures, des bassines, de vieux ustensiles de cuisine et même un petit tas de foin. Nous ne sommes pas dans un grenier ni chez Emmaüs, mais dans un studio de bruitage. Ouais, ça c'est trop jouet, t'as pas autre chose? Ici, on rajoute des bruits sur la bande-son d'un film. Mais pourquoi tous ces sons, comme ces bruits de pas dans l'air par exemple, n'ont-ils pas été enregistrés pendant le tournage ? Souvent en fait en tournage, le plus important c'est les voix. Du coup on va tout faire pour capter les voix dans les meilleures conditions possibles. Et souvent on n'est pas focalisé sur les bruitages ou sur tout ce qui est, je sais pas moi, j'appelle ça footsteps. On utilise ça dans le jargon, les pas dans l'herbe ou les contacts, les touches, les choses comme ça. Ça on s'intéresse pas forcément pendant le tournage parce qu'on n'a pas forcément le temps. Du coup on va à l'essentiel, on prend les voix et après en bruitage on peut rajouter ça. Et pour créer ces sons qui rajoutent de la vie au film, il faut un professionnel qui, dans ce studio de fortune, saura improviser si nécessaire. Comme pour ces bruits de pas sur du gravier. De temps en temps, on tombe sur un objet intéressant, on se le dit, tiens, je le mets en banque, c'est-à-dire je le récupère et je le garde pour moi pour un bruitage futur. Et puis de temps en temps, on est surpris par le film, on n'a pas forcément prévu l'objet. Et là, il faut être créatif, c'est-à-dire qu'avec un balai, on va faire un feu de cheminée, ou avec des biscottes, on va faire des pas dans les graviers, par exemple. Parce que, en l'occurrence, dans le studio où nous sommes aujourd'hui, il n'y a pas de bac à gravier véritable. Donc il faut trouver une astuce. Une astuce, des astuces, c'est un peu votre métier. Vous êtes quelque part un peu un magicien, vous aussi, dans tout ce que vous apprenez aux élèves. Est-ce que vous apprenez le bruitage d'ailleurs aux élèves ? Non, pas vraiment. On a du matériel de son pour faire de la prise de voix, de la prise sonore. Enfin, on fait du bruitage en tournage. Et on a eu l'occasion de travailler avec un bruiteur à l'occasion du premier de nos gros films tournés en Irlande, du coup, avec AGM Factory, qui avait assuré la post-production. C'était à Rennes. Et on avait vu travailler le bruiteur. C'était incroyable de faire tout avec rien, quoi. Une tartine, c'était une éponge avec un couteau qui passait dessus, etc. C'est magique, quoi. Il avait un sac de perles gigantesque pour faire bouger un rideau de perles, et voilà, il y en avait une 50aine. Non, c'est vraiment magique. Du coup, nous, on reste des enseignants quand même. Alors justement, enseignants, en quoi consiste exactement cette formation d'option cinéma audiovisuel ? Au départ, c'est une découverte des métiers du cinéma et de l'audiovisuel. C'est une option qui s'appelle CAV, cinéma audiovisuel. Donc, il s'agit à la fois d'une formation théorique sur l'image en général, sur le cinéma plutôt, l'histoire du cinéma, les grands courants, l'analyse de films, enfin tout ce qui est la découverte du cinéma en tant qu'art, et une partie évidemment réalisation, une partie pratique audiovisuelle, qui est, il ne faut pas se le cacher,
souvent le pourquoi du comment, les élèves sont intéressés et viennent s'inscrire dans ces formations pour faire, hein, pour mettre la main à la pâte, évidemment. C'est très important. Des passionnés, donc, qui viennent chez vous? Oui, alors certains, Forcément. effectivement, qui viennent au lycée spécialement pour ça, qui obtiennent une dérogation pour venir dans un lycée qui n'est pas leur lycée de secteur, parce qu'ils sont venus aux portes ouvertes, parce qu'ils ont eu connaissance de cette formation et qui sont déjà passionnés et ont déjà parfois même une expérience. De petits films faits en associatif ou même pour leur propre compte, entre copains, etc. Ou alors des élèves qui sont à Bricquigny et qui s'inscrivent pour explorer en seconde. Ça s'appelle l'option d'exploration. Ça existe, ça, l'option d'exploration. Ce sont les options de seconde qui s'appellent exploration. Et en l'occurrence, nous, on en fait partie aussi. Donc certains viennent explorer, ça leur plaît, ils continuent jusqu'en terminale ensuite. Passionnés déjà ou passionnés en cours de route. Il existe beaucoup de formations de ce type-là en Bretagne? À l'échelle des lycées, oui, quelques-unes quand même. Alors après, il faut distinguer les options dites lourdes, les options qui ont une option de spécialité. Donc là, ce sont les options exclusivement littéraires, hein, le bac L-art, comme il y a le bac, en tout cas le L-art, mention cinéma, ou mention théâtre, ou mention art plastique, etc. Donc là, il y en a quelques-unes, une poignée en Bretagne. Et puis ensuite, il y a toutes les options dites légères, c'est-à-dire les options facultatives. Et là, il y en a quand même plutôt une bonne vingtaine quand même. Vous êtes bien représenté en tout cas. Vous avez fait quelle formation, Stéphane Leroux? Alors en fait, moi j'ai fait, la Est-ce que vous fac. avez fait une section cinéma Oui, audiovisuel? Une section en- non, c'était mais- le tout début des sections CAV quand j'étais lycéen et j'en ai jamais entendu parler Ouais. avant d'arriver du coup en fac de cinéma, donc à Rennes 2 à l'université, enfin en fac art du spectacle, mention cinéma, où j'ai suivi en fait le parcours classique jusqu'à la thèse et parallèlement j'ai eu l'occasion de faire quelques cours en tant que chargé de cours, en tant que vacataire. Et puis c'était un peu le plan B au départ, en attendant l'université et la voie royale. Mais finalement, le plan B est devenu le plan A, puisque je me suis à la fois plus amusé et j'ai trouvé ça aussi vraiment plus intéressant, plus riche de travailler avec les jeunes, plutôt que le monde entre soi de l'université. Et vous restez avec nous, hein, ça nous fait un grand plaisir de vous accueillir ce matin. Puisque vous parliez de vous amuser, eh bien on va rester dans le domaine. On va parler de jouets. C'est la frénésie de Noël, vous le savez, hein, les achats de cadeaux est amorcé. Comment gérer le trop-plein de jouets pour les tout-petits? Eh bien en optant pour des cadeaux différents, des cadeaux dématérialisés. Gwendoline Brahim, notre chroniqueuse enfant, va nous donner quelques idées. Bonjour Gwendoline. Bonjour. Alors on va continuer à s'amuser, puisque c'était le mot utilisé par Stéphane Leroux. Exactement. Dites-nous tout, mais s'amuser différemment. Oui, là on est en plein dans les préparatifs de Noël. Mhm. Les enfants découpent tous les magazines de jouets qu'ils reçoivent depuis au moins fin octobre. Donc quand on est organisé... C'est sûr, on les voit. Les ciseaux, ça y va. Hein. Tous Oui, tous les catalogues sont découpés. De toute façon, les listes de Noël font 3 km de long. C'est ça. Voilà. Donc quand on est des parents organisés, donc ça y est, hein, tout est acheté, emballé. Mais quand on est comme moi, qu'on n'a absolument pas commencé, on peut, il y a quelques petites astuces pour éviter de tomber dans les jouets un peu trop commerciaux à la mode, hein, qu'on retrouvera au fond du bac arrivé à l'épiphanie. C'est ça. Voilà. Ça sent le vécu quand même. Je sais pas. Mais tout le monde a vécu ça au moins une fois. La chasse aux jouets tant désirée qui finalement est oubliée au bout de 15 jours. Alors, pouvez-vous nous donner quelques idées justement pour des cadeaux un peu différents, dématérialisés? Alors déjà, on évite, comme je disais, le jouet trop à la mode, le truc que tout le monde veut absolument. Généralement, ça dure pas plus d'un mois. Vaut mieux essayer de rester dans quelque chose dans les valeurs sûres en fait, intemporelles, les poupées classiques qu'on peut faire parler tout seul, les petits bonhommes, les voitures, tout ça, les choses auxquelles nous on a joué et qui fonctionnent encore très bien aujourd'hui. Les jeux en bois, alors en plus c'est très à la mode. Valeur sûre. Voilà, c'est une valeur sûre, c'est durable, donc ça ne se casse pas et c'est très très à la mode en ce moment. C'est très joli dans les chambres d'enfants, ceux-là on peut les laisser sur les étagères et ils en font aussi pour les plus grands maintenant. Il y a beaucoup de jeux en plastique qui sont adaptés en bois, donc pour les plus grands. Et sinon, privilégier les jeux mixtes. Bonne idée. Ah non, mais oui, parce que alors s'il y a un jeu qui est disponible en fille, donc rose, forcément, et en modèle mix ou garçon, vaut mieux prendre le garçon, comme ça il servira à tout le monde. Puis les filles, sortir des paillettes et des princesses, c'est bien aussi. Ça fait on pas peut de voir mal. autre chose. Et puis comme ça sert à tout le monde. Alors, l'autre proposition, ce sont les cadeaux dématérialisés. On y revient cette fois. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est sortir un petit peu du cadeau un peu classique qu'on va offrir, une poupée, un jouet, une voiture, C'est prendre par exemple un abonnement à un magazine.
Il y a plein de magazines pour enfants. Donc voilà, on prend un abonnement donc, qui va être valable 1 an, 2 ans, voilà. Des places de spectacle, même pour les plus petits, dès 4-5 ans. Bon alors, si c'est loin dans le temps, vaut mieux qu'ils visualisent sur le calendrier. On met une grosse croix rouge, on laisse le calendrier. Tous les jours, un petit bâton, plus que... Bon, les petits, on va pas prendre que ça. Faut quand même qu'ils puissent toucher quelque chose. Mais bon, ça, c'est une sorte de cadeau qui peut être très sympa. Des concerts pour les plus grands. Mais l'abonnement, ils sont tellement fiers de recevoir dans la boîte aux lettres alors non, chaque oui, mois. comme nous, on peut recevoir adultes des magazines. C'est vraiment très, très bien. Il y a toutes sortes de choses. On peut aussi prendre des stages de voile, de poney, de piscine. Il y a beaucoup de choses. Et ce qui est très sympa, c'est de leur faire un petit carnet avec des petits bons dedans, plein de petits tickets. Et dessus, on va mettre, par exemple, bon pour un cinéma, bon pour un restaurant, une soirée pyjama, une soirée télé, enfin voilà. Et du coup, tout je vous sens bien sur la soirée pyjama, vous avez l'air bien motivé. Oui, inviter des copains, un copain, c'est bien. Ouais. Non, mais comme ça, dans l'année, ils peuvent ressortir leur petit ticket. Bon, c'est une jolie idée. Oui, non, mais ça, c'est très sympa. Bon, des fois, ça nous prend un peu dépourvu parce que du coup, on peut pas dire non, pas ce soir. Parce que bon, on l'a fait, mais c'est sympa, puis ça évite que les jouets se retrouvent... que la maison se retrouve en succursale de magasin de jouets passé Noël. Puis finalement, le temps qu'ils ne les regardent plus quand il y en a trop. Quand il y en a, des fois on les voit, ils fouillent le bac de jouets, ils retrouvent un jour l'impression qu'ils l'ont pas vu depuis des années, voire qu'il est nouveau. En fait, ça fait bien 5 ans qu'il a été offert. Donc finalement, je trouve que c'est sympa parce que ça fait offrir des souvenirs plutôt que des jouets qui vont se perdre au fond d'une malle. Et puis ça change. Et puis c'est sympa. Enfin, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Eh bien, merci beaucoup, Gwendoline, pour ces jolies idées. Ça vous inspire, Stéphane ? Vous êtes plutôt dématérialisé ou pas, vous Je ne suis pas rose ou bleu, en tout cas. Vous n'êtes pas rose ou bleu. Sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes plutôt bleu quand même, mais bon. Oui, vous trouvez que c'est intéressant devant le foisonnement, c'est vrai, de jouer, qu'un enfant puisse... la montagne de paquets, absolument. Bon, alors on va rester dans le monde de l'enseignement, si vous voulez bien, pour notre rendez-vous hebdomadaire avec Klengo, la plateforme de financement participatif. On va accueillir une Bretonne. Elle a besoin d'un coup de pouce financier. Elle s'appelle Marie Morin et on l'accueille tout de suite. Bonjour Marie. Bonjour. Alors vous êtes plutôt rose, bleu, cadeau dématérialisé ou... Voilà, pour l'instant, vous êtes bleu plutôt, vous aussi. Vous enseignez à l'école Jeanne d'Arc de Plédéliac, une petite commune dans les Côtes-d'Armor. L'école est petite également, 3 classes, maternelle, CP, CE1, c'est ça, et CE2, CM1, CM2, une classe globale. Oui. C'est un mode de fonctionnement dans les petites communes. Oui, voilà. Oui, donc j'ai CE2, CM1, CM2. Et donc la classe de CP-CE1 a été refaite l'isolation, l'électricité, et ils ont pu rentrer dans leur classe en septembre 2015. Ensuite, les maternelles ont bénéficié d'un nouveau bâtiment parce qu'eux, ils occupaient un préfabriqué qui datait de 40 ans. Ils sont rentrés en septembre 2016, l'année dernière donc. Et là, depuis juillet, il y a les parents d'élèves qui s'attellent à rénover notre bâtiment. Et là, c'est ce qu'on voit, c'est le préfabriqué qu'on occupait en attendant. Donc c'est une école qui fait peau neuve progressivement, en fait. Oui, voilà. D'accord. Alors, qui a pris en charge ces travaux ? Alors, les associations de parents d'élèves, voilà. C'est pas si fréquent que ça, en fait, qu'une rénovation comme ça soit prise en charge par une association de parents d'élèves. Oui, c'est le fonctionnement des écoles catholiques. Ouais. Et nous, on voulait un peu plus que juste la classe rénovée. Donc, avec les élèves, j'ai fait réfléchir les élèves à ce dont ils avaient besoin matériellement pour apprendre dans de bonnes conditions, des conditions optimales finalement. Et ils ont travaillé par petits groupes. On a travaillé aussi ensemble pour définir les besoins. Donc, pour aménager un espace informatique, un espace bibliothèque, lecture, et pour voir de quel ameublement on avait besoin. Et ils sont très, très raisonnables. Ils ont vérifié les rapports qualité-prix et on a chiffré, on a fait une petite évaluation, du montant pour l'aménagement de la classe. Voilà, qui s'élève à 3 700 €. 3 700 €. Donc c'est la somme dont vous avez besoin. Oui, et c'est pour ça que vous lancez cet appel au financement participatif sur la plateforme Klengo. Klengo, oui. Cet appel au financement, vous l'avez fait donc dans le cadre d'un projet de classe finalement. Ça veut dire que tous les élèves sont impliqués, qu'ils suivent tous les jours sur le site l'avancée. Oui, on suit tous les jours. Alors dès qu'il y a une participation, je le note au tableau. Ils sont très contents et ils sont très motivés.
Et Donc, il reste combien de jours pour participer justement à cette cagnotte? Dites-moi. Donc, ça dure jusqu'au 20 décembre. Jusqu'au 20 décembre. Il reste quelques jours. Vous avez déjà récolté combien? Là, on est arrivé à 1275 €. Oh bah, c'est déjà pas Voilà, mal. il y a eu quelques participations ce matin, d'ailleurs. Mais ça va continuer. Oui, je pense. Ça va continuer. Alors, Oui. si les dons dépassent l'objectif fixé, vous les utiliserez comment? Imaginons, hein, Oui. on peut croire au Père Noël, puisqu'on n'en Oui, est pas bien loin. sûr. Donc, on pourrait acheter des livres, des séries de livres pour la classe. Et puis, on pourrait aussi aider les classes de maternelle et de CP-CE1 dans leurs voilà. besoins aussi. Ce Ce serait bien. Alors aussi, par rapport au site Kengo, il y a, pour le financement participatif, il y a, les contributeurs participent et en échange, ils ont un petit cadeau en fait. Donc on a réfléchi aussi au cadeau qu'on pouvait leur proposer. Donc soit c'est symbolique, hein, mais ça peut aller d'un petit marque-page fabriqué par les élèves à une, pour les généreux, une place lors de notre concert chœur d'école en mai 2018. Eh ben voilà une belle idée, vous voyez. Alors, une belle action avant Noël, Voilà. participer à Et puis cette... à noter aussi que c'est déductible des impôts. Exactement. Donc, les entreprises qui veulent participer peuvent bénéficier d'une défiscalisation. Impeccable. Voilà. Je crois que là, vous avez tout dit. C'est J'ai parfait. essayé. Merci beaucoup, Marie Morin. Et puis, si vous voulez Merci. participer, donc n'hésitez pas sur la plateforme Kengo que vous retrouverez sur le site www.kengo.bzh. Ça vous inspire, ce type d'initiative, Stéphane? oui, oui. Vous avez déjà vous-même fait appel au financement participatif Oui, avec oui. la classe? Alors c'est vrai que au lycée Bricquigny à côté, on fait figure de mastodonte, évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de projets qu'on est tous un peu aussi dans notre coin, Bien comme sûr. des petits artisans en train d'essayer de réunir les financements pour, oui, les films que l'on fait en classe complète, voilà, sur le tournage, sur la phase de montage. On fait effectivement des appels au financement participatif pour pouvoir professionnaliser, faire venir des intervenants et que les projets soient bien finalisés, quoi. Bon, alors justement, vous parlez de projet. Ça tombe bien, parce qu'on va accueillir l'un de vos élèves qui s'appelle Pierre-Marie Villaréal. Il est élève en terminale audiovisuelle et il fait partie de la classe de première avec laquelle vous êtes parti l'an dernier au Pays de Galles. On l'accueille tout de suite. Pierre-Marie Villaréal. Entre Bretagne, ce projet-là. C'était pas le Pays de Galles. D'accord. Alors, bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Vous êtes en terminale, vous êtes le réalisateur du film L'Intrus. Oui. Ça consiste en quoi être réalisateur de film en terminale? En terminale, alors déjà le projet était en Parce que c'est un sacré première. défi quand même. Oui, c'était un grand défi, mais après moi c'est mon rêve d'enfant. Et en fait le réalisateur c'est un petit peu le chef d'orchestre artistique d'un tournage. Voilà, il va essayer d'étudier des intentions en fonction du scénario, etc. Et puis de pouvoir amener le spectateur dans un univers et que cet univers-là soit le plus réaliste et le plus cohérent possible. Et donc il va travailler en étroite collaboration avec tous les membres de l'équipe pour que ce film se fasse de la meilleure manière possible et que le résultat soit le plus beau. Vous êtes passionné, vous, de cinéma depuis tout petit? Oui. C'est quoi votre film préféré? Oh là, c'est une grande question. Je pense qu'il va pas être d'accord avec moi, mais pour moi c'est Dites toujours, La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino. Il ne dit rien. No comment. Alors le film L'Intrus, il est en cours de montage, enfin on dit Oui. même en post-production, Oui. pour être très précis. Comment s'est passé le tournage, dites-nous? Oh, c'était vraiment génial, c'est très très bien passé, aucun conflit ni rien, tout a vraiment été impeccable. Ouais. Stéphane, oui, vous confirmez? Oui, bah c'est vrai. Alors pour eux, c'est leur premier tournage, en tout cas de cette ampleur-là, même si la plupart ont déjà tourné entre eux des projets voilà, plus modestes, entre guillemets, dans les moyens, pas forcément dans les intentions. Alors nous, on était sur notre 3e opération de ce type-là, après du coup un film en Irlande et un film sur l'île des Diques l'année dernière, donc c'était avec les classes de première des années précédentes. Donc c'est vrai qu'on avait pris quand même un petit peu on avait pris un petit peu le rythme et la mesure de l'ampleur de ce que c'est que d'amener 20 élèves sur 15 jours, voilà, tourner un film, chacun à son poste. Alors évidemment, Pierre-Marie a parlé de l'équipe et l'étroite collaboration des uns et des autres. C'est aussi ça le but, hein, c'est que chacun se responsabilise et soit sur son poste, pas celui du voisin, pas non plus sur des systèmes où chacun fait un peu tout, mais où au final
personne fait vraiment rien. Donc voilà, c'est la belle surprise en fait de ces projets depuis 3 ans, que des jeunes de 16-17 ans puissent se dire moi je suis chef opérateur, moi je suis preneur de son, moi je suis à la régie et je vais faire le travail du mieux possible. Et c'est comme ça que j'apprendrai des choses sur ce que c'est que faire un film. Les élèves sont extrêmement responsabilisés. Oui, alors du coup essentiel, c'est le projet d'année et du coup c'est le projet même des 2 ans si on compte la post-production. Comment dire, oui, donc ils savent finalement assez tôt dans l'année, même si au départ on a un petit tronc commun en fait où chacun touche un petit peu à tout et puis au bout d'un moment on fait un appel à poste en fait. Voilà le nombre de postes et l'intitulé des postes dont on aura besoin, faites 3 vœux. Et puis du coup, voilà, on se réunit entre encadrants, entre les intervenants et puis les enseignants, les gens de l'équipe pédagogique pour attribuer les postes et en essayant de faire en sorte que chacun ait un poste qui soit plus ou moins d'accord avec son désir, quoi. Alors si je vous dis All is Well, c'est un projet que vous avez mené également. On va regarder tout de suite un petit making-of et puis on en reparle juste après. Ok. Action! Ou alors ce qu'il faut faire c'est ne pas le centrer et mettre plus vers là. Taille et en plus t'as le décor derrière. Ouais. Et on va tourner la séquence 16 et la séquence 6, donc c'est que la séquence avec Emma toute seule qui cherche le visage de la femme. S'il flotte comme ça, on peut pas tourner. Il va y avoir des coups, ça va monter vers le haut. Il va y avoir des coups sur les coups. Ok, ben on remballe. Et ben on remballe les séquences 6. Eh ben, ça soufflait. C'était où? Expliquez-nous un peu ce projet, alors, All is Well. Alors au départ, c'est parti d'une idée un petit peu folle d'un enseignant qui n'a pas pu continuer à travailler avec nous et qui avait cette expérience, lui, de tournage. On allait au Festival de Cannes, en fait, en voyage scolaire. On l'a fait pendant plus de 10 ans. C'est souvent les voyages et sorties scolaires, c'est souvent effectivement aller voir des films, rencontrer des réalisateurs, aller dans les festivals. Et effectivement, voilà, l'idée était pourquoi pas aller en faire un nous-mêmes, c'est-à-dire ne rien demander à personne et partir en voyage scolaire, en situation de voyage scolaire du coup pour 15 jours, mais partir avec le matériel, avec un scénario qu'on aurait écrit, avec un découpage technique qu'on aurait effectué avant, une préparation tournage, 15 jours sur place pour faire un film de fiction avec, du coup pour ce projet-ci, c'était les élèves, des élèves de la classe qui jouaient les rôles en fait. Voilà, donc on était vraiment en quelque sorte en famille pendant 15 jours, dans une auberge au fond du Connemara, une auberge très atypique avec plein de briques et de brocs, de vieux objets, qui était aussi un décor génial pour le tournage. Et voilà, on avait fait des repérages du coup. Et puis voilà, on y avait passé un peu de temps, évidemment. Quand je dis un peu de temps, c'est toute notre vie avant et aussi après. Mais c'est vrai qu'à la fin, on va voir un film de plus de 20 minutes qui existe en cinéma. On a envie de voir un petit peu le résultat. Je vous propose qu'on regarde un petit extrait de ce film All is Well. I feel so alone. I work to fight. I don't know where I am, but where I am, I'm so tired. Where we are. So why are you here? For a visit? Yes. I'm looking for some place and I lost myself. Some place? Yes, a special place for me. This one in the picture? I need to find it. I think we can find that.
Eh ben, joli résultat, bravo, c'est chouette. À qui est destiné ce film? À tout le monde. Voilà, tout le monde. Alors, il existe en version cinéma, sous-titré en français ou en anglais, puisque le film est bilingue, parce qu'on a réussi à solliciter des Irlandais locaux. Alors là, le chauffeur de la voiture, c'était le gérant de l'auberge. C'est ce que j'allais dire. J'ai failli dire que c'était l'aubergiste. Bah, voilà, bravo. exactement, qui s'est prêté au jeu. Très gentiment. Donc le film existe en version cinéma, on l'inscrit dans les festivals et on essaye de le faire voir au maximum sous ce format-là, puisqu'il a été fait pour le cinéma. Et parallèlement, ça, c'était un défi, le faire pour le cinéma directement, il fallait oser quand même. Tourné en 4K, sorti en DCP 2K, 5.1, etc. Donc c'est un film de cinéma qui, grâce du coup à notre partenaire productrice du film, les Petits Poissons Productions, du coup bénéficie d'un numéro d'immatriculation au CNC. Donc c'est un court-métrage. C'est un vrai court-métrage. Et parallèlement du coup à cette diffusion-là, on essaye du coup de vendre le DVD et le Blu-ray qu'on a constitué pour pouvoir financer les projets suivants. Donc on essaye de... c'est un autre mode de financement, comme les billets de tombola ou les petits pains au chocolat de certaines classes. Que la génération d'aujourd'hui vende le travail en quelque sorte de leurs aînés pour pouvoir financer leurs propres projets. Donc voilà. Alors vous tombez bien, justement, vous parlez des aînés. Eh bien, on se demandait tout à l'heure ce que deviennent les élèves finalement après le bac. Il y en a une qui est sortie il y a 3 ans et qui a réalisé son rêve de devenir comédienne. Elle s'appelle Héloïse Martin. C'était une petite surprise qu'on voulait vous faire. Elle arrive tout de suite sur ce plateau. C'est l'une de vos anciennes élèves. Bonjour Héloïse, bienvenue. Alors vous êtes rassemblés 3 ans après le bac. Voilà. Vous étiez en terminale en 2014, Héloïse. Et vous aviez justement Stéphane Leroux comme professeur de cinéma audiovisuel. Quel souvenir vous gardez de cette année de terminale? J'en garde plein de bons souvenirs. C'était une super année. J'ai appris plein de choses. Vraiment que du bon. Qu'est-ce que ça vous a apporté très concrètement dans votre métier de comédienne aujourd'hui, cette formation? Est-ce que c'est du concret? Vous vous êtes senti tout de suite opérationnel? Alors dans la formation déjà on n'apprend pas à devenir comédien ou comédienne, mais par contre on apprend tout ce qui entoure ce métier sur un tournage. Et c'est vrai que moi j'étais passionnée depuis toute petite par le cinéma. Et en fait je me suis rendu compte en arrivant à cette classe que j'avais pas une culture si développée que ça. Je connaissais très bien les films de ma génération, mais je connaissais pas du tout les films de la génération de mes parents ou de mes grands-parents, en tout cas très peu. Et du coup, oui, j'ai appris j'ai découvert plein de super films, plein de genres, de nouveaux genres que je connaissais pas. Et du coup, pour la théorie, ça m'a appris plein de choses. Aujourd'hui, je vais pas dire que je sais faire un film, mais je connais les étapes pour en faire un. Et ça, c'est une force dans ce métier, de connaître tous les rouages en fait du cinéma. Ah, complètement. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir tourner 2 longs métrages sur des plateaux, sur des gros plateaux avec beaucoup de budget. Tamara 1 et Tamara 2, pour ne pas les citer. Tamara 2 qui sort d'ailleurs le 4 juillet. Le 4 juillet. Et j'étais pas perdue quand j'étais sur le plateau. Je savais exactement qui était la script et à quoi elle servait, le réalisateur, le cadreur, le chef-op, enfin tous les corps de métier, quoi. Et j'étais pas perdue, donc ça m'a appris. Je suis arrivée dans ce milieu-là, j'avais déjà des connaissances. Alors, tellement pas perdue que même sur les planches, vous êtes à l'aise, parce que ça donne aussi des bases finalement pour un autre art. Vous produisez d'ailleurs sur les planches du Théâtre de Paris tous les soirs avec Richard Berry et Mathilde Seigny. Sacrée carrière quand même déjà, elle est jeune. C'est comment le théâtre après le cinéma? C'est différent, c'est pas la même manière de travailler. Mais les bases de cinéma vous servent dans le théâtre quand même? Pour moi, c'est plutôt l'inverse. J'ai l'impression que le fait d'avoir fait du théâtre, et d'en faire toujours, m'a servi pour faire Tamara 2. D'accord, voilà. Ah oui, c'est une autre démarche. Du coup. Ouais. Mais du coup, la formation de cinéma a complété... Complètement. complété tout ça, d'accord. Quel message vous avez envie de laisser aux jeunes qui nous regardent et qui auraient envie de faire cette section de cinéma audiovisuel pour faire la section, je n'ai pas de conseils à donner. En fait, si on est passionné, si on a envie de faire cette section, faut le faire parce que c'est une super section. Maintenant, si je peux donner un conseil aux jeunes qui veulent travailler dans ce milieu, accrochez-vous parce que c'est très compliqué. Et moi, je ne vais pas vous mentir, il faut plutôt aller vers Paris pour y bosser.
Si c'est dans le côté technique, il y a plein de stages, il y a plein de super écoles. Le réseau, il se construit beaucoup là-bas. J'entendais tout à l'heure, vous parliez des festivals. C'est vrai que les festivals, c'est aussi très important. Pas que quand on veut aller faire la fête et voir des films, hein, aussi quand on veut rencontrer des professionnels. Ça aide beaucoup. Moi, le réseau m'a aidé au début, en tout cas. Stéphane, vous vous souvenez d'Héloïse quand elle était Oui, avec bien sûr. vous? Bien sûr. C'est une élève passionnée, on le sent déjà, ça n'a pas oui, changé mais d'ailleurs. elle était déjà comédienne en arrivant. Ouais. Donc c'est vrai qu'elle n'a pas tout appris, à Bricquigny. Mais c'est vraiment bien si ça a pu servir, effectivement. Complètement. Pour sa carrière, c'est chouette. Pierre-Marie, je voyais que vous regardiez avec des grands yeux admiratifs. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Héloïse Martin? Elle a complètement raison. Dans le cinéma, le secret, c'est vraiment la passion. Et puis, si on est passionné, on y arrive toujours. On trouvera toujours un moyen d'y arriver, en fait. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. On va changer d'univers, mais on va rester quand même avec des passionnés. Direction le Salon Nautique qui se tient actuellement à Paris. Effectivement, dans notre rubrique numérique, nous retrouvons Stéphane Gramont pour faire un point sur les startups bretonnes au Salon Nautique. Bonjour Stéphane. Bonjour Laurence, regardez ce qu'on a sous les yeux. C'est le Penduic d'Éric Tabarly, rien que ça, pour ouvrir le stand de la Bretagne au Salon Nautique. Et je peux vous dire que la Bretagne est venue en force. En force, c'est justement pour montrer comment la région innove, hein, justement avec ce Penduic 3 qui a été justement avec Éric Tabarly les précurseurs de beaucoup de choses dans la course au large, et la région rend hommage aux marins, mais parle aussi innovation sur son stand. Un stand qui fait forte impression, hein, puisqu'il y a plus d'une centaine d'exposants, évidemment tous unis sur la marque Bretagne. Alors évidemment, on peut y lire des livres, y voir des bateaux, y rencontrer du monde, mais on va le voir, c'est aussi l'occasion pour des entreprises de montrer ce qu'elles savent faire. Le Salon Nautique, c'est aussi l'occasion de parler de ces projets. Nous sommes le jour du Startup Nautique Day, organisé par la French Tech. Des startups bretonnes, mais aussi des Pays de la Loire, qui rencontrent des entreprises confirmées comme ici Plastimo ou les voiles Incidence et même le groupe Naval. Alors vous imaginez ce que ça peut représenter pour une start-up, un contact comme celui-là. Et je vais justement m'approcher d'une start-up qui s'appelle Foil & Co, qui est une entreprise du Finistère et qui propose ces foils dont on parle tant. Vous venez donc du Finistère et c'est ces choses-là que vous venez présenter au Salon Nautique. Alors foil, cette année, c'est un peu le mot magique. Hein. Ça fait depuis même 2 ans que c'est un peu le mot magique, mais c'est normal, c'est magique aussi. C'est tout à fait normal que ce soit... Donc c'est fantastique. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? On produit, on fait de la conception, on fait du prototypage de pièces en carbone et forcément de foil. Et outre l'objet foil, en même temps, c'est d'être capable de montrer que chez nous en Bretagne, on est en plein cœur de la Foiling Valley. On a plein de super compétences, on a des super plans d'eau partout autour de chez nous. Donc l'idée, c'est qu'on est capable de développer des choses comme ça. Et on est capable de créer de l'emploi avec des bonnes idées et créer de l'emploi pour avoir un produit final qui fait plaisir aux gens, c'est top. Alors créer de l'emploi, ça veut dire quoi concrètement dans notre cas qui nous intéresse? Alors nous, c'est une entreprise un tout petit peu plus d'1 an qui a été créée, on va dire 16 mois. Et aujourd'hui, on est déjà 11 à travailler sur le projet. Merci Tanguy, on va voir maintenant quelqu'un qui est très concerné par l'innovation parce que son sponsor, on voit le logo derrière moi, c'est la French Tech et il est très concerné par tout ce qui flotte parce qu'il est un skipper professionnel, il s'agit de Gilles Lamiré. Alors on retrouve Gilles sur le stand de Saint-Malo parce que c'est French Tech, mais c'est French Tech Rennes Saint-Malo et faudrait voir à pas oublier Saint-Malo dans l'histoire. Exactement, Saint-Malo c'est notre pays, on porte les couleurs de la région avec Rennes Métropole aussi, hein. Puis on est fiers de ça et on essaie de pousser aussi l'économie de notre pays. Effectivement, alors l'innovation, ça vous parle j'imagine, parce qu'on parle de foil, on parle de beaucoup de choses. Bien sûr, en fait, moi je cours en multi 50 et ces trimarans sont à la pointe de la technologie
dans plein de domaines, aussi bien dans le domaine des composites que dans le domaine de l'électronique, de l'accastillage, ou de la météo et bien d'autres encore. Et là, vous allez faire partie du jury donc, des pitchs du Startup Nautic Day, donc bonne chance et soyez juste. Merci, puis c'est une habitude, c'est la 3e édition de ce Winch Pitch. Et donc, à chaque fois aussi, le but, c'est les lauréats, on les met en application sur mon bateau. Et on a déjà des beaux retours. Et pour moi, du coup, ça crée du sens, puisque c'est très concret, du coup. Ce Startup Nautic Day, ce pitch, c'était ce lundi. Donc, vous allez, Laurence, nous dévoiler le gagnant. Eh bien, pas tout à fait, Stéphane, puisque nous n'avons pas encore l'information. Mais bon, écoutez, on se retrouvera un peu plus tard. Place maintenant à notre santé. Vous le savez, chaque mardi, on s'intéresse à une problématique qui peut vous concerner. Ce matin, l'ostéoporose avec le professeur Guggenbuhl. On le reçoit immédiatement. Vous êtes le chef du pôle locomoteur au service de rhumatologie du CHU de Rennes. On va d'abord poser le cadre, si vous voulez bien. L'ostéoporose, qu'est-ce que c'est exactement? On en entend beaucoup parler, mais finalement, très concrètement, on ne sait pas forcément ce que c'est. Alors vous avez raison, il faut bien positionner ce que c'est l'ostéoporose, parce que c'est finalement assez méconnu. L'ostéoporose, pour employer des images, c'est la maladie des fractures qui ne devraient pas survenir. On sait tous que si on a un accident de la voie publique ou si on tombe d'une échelle, on peut fracturer. Ça, c'est plutôt normal parce que le traumatisme dépasse la résistance de l'os. Mais en revanche, ce qui se passe dans l'ostéoporose, c'est que les gens ils fracturent en chutant de leur hauteur. Et ça, c'est pas du tout normal. L'os, il est fait pour résister à ce genre de choc. Et donc, voilà un peu la définition qu'on pourrait en donner. D'accord. Alors, qui est concerné plus spécifiquement ? Alors, c'est une maladie qui augmente avec l'âge, comme beaucoup de maladies. Mais il y a aussi, comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, les femmes sont très concernées puisqu'il y a un fait particulier qui est la ménopause. Et il se trouve que les femmes sécrètent beaucoup d'hormones sexuelles qu'on appelle les oestrogènes, et qu'à la ménopause, eh bien, il y a une chute de cette sécrétion. Et ça, ces hormones-là, elles protègent de la perte osseuse, de la destruction osseuse. Il faut savoir que l'os, c'est un tissu qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est un tissu très vivant et qui, en permanence, on détruit de l'os ancien et on en reconstruit du nouveau. Et dans les situations pathologiques, comme eh bien, vous avez plus de destruction que de fabrication, ou à l'inverse, moins de formation osseuse que de résorption. Et le déséquilibre fait qu'on a un déficit osseux et un risque de fracture augmenté. Alors, les hommes sont aussi concernés. Et ça, alors, c'est assez surprenant, on ne pensait pas. Mais finalement, oui. Et oui, il y a à peu près, on estime 15% des hommes, et ça, c'est plutôt nouveau dans le fait d'aborder l'ostéoporose de cette manière. Il ne faut pas les oublier, d'autant que s'ils sont moins nombreux, l'ostéoporose est souvent plus grave chez eux, et ils font plus de complications. Alors, il n'y a pas la ménopause chez les hommes, il y a l'âge qui intervient, et puis des facteurs de risque autres comme la surconsommation d'alcool, de prendre de la cortisone, sont des facteurs qui valent pour tout un chacun. Mais on retrouve plus chez les hommes de facteurs de risque qu'on appelle secondaires, alors que chez les femmes, c'est souvent la ménopause qui est le principal facteur de risque. Alors, est-ce que vous considérez qu'il y a une prise en charge insuffisante de cette maladie en France à l'heure actuelle ? Oui, je ne suis pas le seul, puisque l'assurance maladie a fait ce constat en étudiant l'ensemble de la population. Et il y a vraiment du travail parce qu'il y a 30% des gens qui sont pris en charge. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire. Et pourquoi ? Parce qu'il est difficile de poser un diagnostic finalement ? Parce que d'abord, les médecins ont beaucoup d'autres maladies à traiter. Je crois que vous avez rencontré pas mal de mes collègues. Donc, il y a les maladies cardiovasculaires, il y a le diabète, il y a un tas de choses. Et que finalement, l'ostéoporose, on ne l'aperçoit pas forcément toujours comme une maladie grave. Or, elle l'est parce que ça diminue la qualité de vie. Il faut savoir qu'après une fracture du col du fémur, par exemple, eh bien, il y a 30% des personnes âgées qui vont être institutionnalisées. Donc, ils ne pourront plus rester chez eux. Et on peut considérer que c'est quand même un tournant majeur dans la vie des gens. Et puis, certaines fractures, comme encore une fois le col du fémur, eh bien, augmentent la mortalité chez les gens. Donc, c'est important de faire le diagnostic. On a des moyens diagnostiques, on a des moyens thérapeutiques. Et donc, il faut maintenant y penser de façon importante pour les patients et se rappeler les circonstances de survenue de ces fractures que j'ai évoquées et aussi les médecins, puisque c'est une maladie qui n'est pas toujours mise au premier plan. Est-ce qu'on peut prévenir l'ostéoporose ? Est-ce qu'il y a des choses à faire, des petits gestes
Oui, du quotidien. La première chose, c'est de se constituer un capital osseux dans l'enfance et dans l'adolescence. Il y a une bonne partie qui est génétique, et ça, on ne peut rien y changer, c'est génétique. Mais en revanche, l'activité physique est très importante. Le fait d'avoir une bonne alimentation, et notamment des apports en calcium, les laitages, par exemple, et aussi d'avoir une bonne croissance, un bon état de santé en général. Et ensuite, on va essayer de le préserver, c'est à peu près les mêmes principes, éviter les excès, faire de l'activité physique, avoir toujours cette alimentation. Et comme ça, on a plus de chances d'avoir un capital osseux qui se maintienne. Voilà, plus solide. Est-ce qu'il y a des traitements spécifiques qui évoluent? Des progrès de la médecine sont assez fulgurants quand même en la matière? Oui, on a des traitements qui sont à notre disposition depuis maintenant pas mal d'années. Et vous vous rappelez de ce que je vous ai dit, les cellules qui résorbent et les autres qui forment, on va soit inhiber les cellules qui résorbent trop, soit stimuler les cellules qui forment de l'os. Et de cette manière, on a quand même les moyens de répondre à la plupart des situations cliniques et de prévenir la récidive fracturaire. Parce que les gens qui ont déjà fait une fracture, ils sont très à risque d'en faire d'autres dans les années qui suivent et d'avoir plus de complications et moins de chances que la première fois. Alors le CHU de Rennes est à la pointe dans ce domaine, comme dans pas mal d'autres d'ailleurs, mais il y a quand même vraiment une spécificité parce que vous proposez un parcours de soins bien précis aux personnes atteintes d'ostéoporose. Voilà, donc on a mis en place, parce que finalement toutes les études montrent qu'en informant beaucoup, qu'en faisant un certain nombre d'actions, on n'est pas suffisamment efficace en termes de santé publique dans la prise en charge des fractures. Et ce qui émerge dans la littérature et dans pas mal de pays maintenant, c'est ce qu'on appelle les fractures liaison-service. Quand les gens arrivent aux urgences et qu'ils ont fait une fracture qui peut paraître une fracture ostéoporotique, on leur propose de rentrer dans ce parcours patient, en leur donnant un rendez-vous pour faire l'évaluation. Et vous savez qu'il y a un appareil maintenant qui est l'appareil de densitométrie osseuse, qui est très important dans le diagnostic. Ils auront aussi un examen biologique parce qu'il faut toujours en faire dans cette maladie. Et puis, in fine, une consultation auprès d'un rhumatologue hospitalier pour mettre en route le traitement. Mais nous, on est bien entendu toujours en lien avec le médecin traitant puisque, in fine, c'est lui qui va prendre son patient en charge. Bien entendu. Écoutez, merci beaucoup, professeur Guggenbuhl, d'être venu nous éclairer sur cette maladie. Vous en avez entendu parler les uns les autres de l'ostéoporose également? Oui. Non. Vous voyez comme quoi vous avez bien fait de venir. On a appris plein de choses. Vous restez tous avec nous. On va se pencher sur la mode et les créateurs bretons, mais en particulier en matière de textile. Je vous laisse découvrir et on se retrouve juste après. Elle en rêvait depuis l'âge de ses 10 ans. Un rêve devenu réalité, Fanny confectionne ses créations de A à Z, des articles faits main, tous estampillés, sauciflards et calendos. C'est vrai que c'est pas forcément un nom très évocateur pour de la mode, mais j'avais envie de quelque chose qui sonne Made in France, qui se prenne pas au sérieux, et puis comme j'aime bien la bonne bouffe, et puis un peu le plaisir de l'apéritif entre amis et tout ça, je me suis dit que c'était un nom sympa. La jeune femme de 31 ans imagine des articles simples. Pas de zip, pas de boutons, ni de poche pour cette robe. Dans un style décontracté, le tissu fait toute la différence. Pour cette collection-là, on va dire que c'est assez champêtre et puis il y a un petit côté peau d'âne avec les robes couleur du temps, le ciel bleu, les nuages. Mais qui n'est pas forcément recherché en fait. C'est une fois que je finis mes créations, je me dis ah oui, il y a un petit côté un peu kitsch des fois, un peu années 80, ça dépend. Au rythme de 5 articles réalisés par jour, Fanny les commercialise via une plateforme dédiée aux créateurs, un site déterminant pour exister. C'est la possibilité d'avoir une boutique en ligne sans connaître le web marketing et compagnie. Et du coup, c'est très facile à utiliser. Et puis, les clients aussi, pour eux, c'est pratique parce qu'ils ont du coup des milliers de créateurs à disposition, qu'ils peuvent trouver facilement. Et cet esprit collaboratif va encore plus loin. Depuis septembre, Fanny partage une boutique avec d'autres créateurs, des partenariats indispensables pour vivre de son métier.
Une créatrice à découvrir. Donc voilà, on va poursuivre cette émission en musique, si vous le voulez bien. Nous vous parlions hier du concours de voix nouvelle, ce concours de talent lyrique francophone. Et bien près de 600 jeunes artistes s'affrontent à travers 17 finales régionales. Hier se tenait à Rennes l'Opéra de Rennes, la finale Bretagne-Pays de la Loire. Et bien ce matin, nous avons la chance de recevoir la lauréate. Elle s'appelle Inès Laurence. On la reçoit tout de suite. Bonjour Inès. Bonjour. Eh bien, dites donc félicitations. Merci beaucoup. Comment vous vous sentez ce matin? Très bien. Très bien. Bon, ravi, j'imagine, d'avoir remporté cette finale. Quelles émotions vous avez ressenties? C'était des très belles émotions, surtout à ce niveau. On est tous des artistes avec une bonne expérience, donc c'est sympa de partager avec des gens un peu comme soi. Donc c'est des très belles émotions. Quel est votre parcours finalement? Parce que c'est toujours intéressant de savoir d'où on vient. Hein, on est avec des lycéens et des professeurs. J'ai commencé ici à la Maîtrise de Bretagne avec Jean-Michel Noël. Et ensuite, je faisais partie du chœur de jeunes filles, vu que ça se finissait en 3e. Et j'ai continué avec un professeur particulier, Oleg Afonine. Et à partir de là, donc on m'a conseillé de continuer parce que je pouvais avoir des possibilités. Et j'ai donc auditionné à Londres et je suis partie 6 ans à la Guildhall School of Music and Drama. Et je viens d'être diplômée de mon master. Et maintenant, je suis freelance. J'habite à Madrid. Et donc voilà. Alors, vous étiez 6 finalistes, 6 candidates, que les filles hier soir. Vous aviez 2 morceaux à présenter. On va vous écouter dans un instant. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire les 2 pièces que vous aviez choisies? Oui, j'ai commencé par l'air de Manon, de Massenet, Suis-je gentille ainsi? Et ensuite, j'ai continué avec un air de Bellini, de I Puritani, Qui la voce. Très bien. Bah, écoutez, je propose qu'on vous écoute, qu'on voit ce que ça donnait hier soir à l'Opéra de Rennes pour ce concours Voix Nouvelle. Époustouflante, incroyable. Alors vous ne vous contentez pas de chanter, vous jouez et quelque part vous avez des points communs avec Héloïse. En fait, vous incarnez complètement le chant. C'est important pour vous? Oui, surtout dans le parcours à Londres, j'ai beaucoup appris pour le théâtre. Et puis c'est beaucoup plus intéressant pour nous de bien savoir l'air parce qu'on peut en profiter un peu plus. Chanter. Bien sûr. Héloïse, vous êtes impressionnée par une performance comme ça? Carrément, c'est super joli, vraiment. Alors, la prochaine étape pour vous, c'est donc les demi-finales nationales, c'est le 25 et le 26 janvier, hein, c'est ça. Vous espérez évidemment vous qualifier, on imagine, pour la finale nationale du 10 février. Qu'est-ce que vous avez envie de proposer justement pour ces demi-finales? Proposer en termes de répertoire. En termes de répertoire. On a dû, quand on s'inscrit à ce concours, il faut déjà donner son répertoire, donc ça ne change pas. Et donc je chante l'air de Marie, de la fille du régiment, Il faut partir. Et ensuite un air de Mozart, Alcina. Non, pas du tout Alcina, mais c'est un air de Mozart. Et donc c'est un autre répertoire, donc je serais contente de le chanter. Comment vous allez vous préparer de manière spécifique, peut-être, je ne sais pas, des petites astuces pour Des petites astuces, c'est un travail donc, technique pour l'air, donc il faut, pour être confortable une fois qu'on est là-bas, pour justement pouvoir faire du théâtre et être à l'aise. Donc travailler seul et avec des coachs pour bien savoir l'air. Et puis ensuite, c'est s'imprégner, se reposer un petit peu quand même avant et surtout en profiter. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Qu'est-ce que vous espérez si vous gagnez cette finale, justement? Vous avez des projets déjà? Moi, ce que j'adore, c'est être sur la scène d'opéra. Donc c'est plus tard, j'espère que j'aurai l'occasion de faire des rôles sur la scène, partout. Et
Et donc, oui, voilà, l'opéra. Votre rêve, ce serait quel rôle? Il y en a beaucoup. Un en particulier. Un en particulier. Que vous aimeriez incarner. L'Acmé. Bon, bah écoutez, on vous souhaite bonne chance pour la suite. Et merci beaucoup, Inès, d'être venue ce matin sur ce plateau, sachant que vous avez quand même eu une soirée bien chargée en émotions. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant qu'on fasse le débriefing de cette émission avec notre comédienne favorite, Catherine Bossard. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Bonjour plutôt. Bonjour, pardon. Ah ouais, Je suis un peu jet laguée. Bon, peut-être, aujourd'hui j'ai changé de mission parce qu'il faut être polyvalent et souple maintenant. Je suis assistante du Père Noël. Voilà. D'accord. Juste petite Il y a du info. boulot, hein. Ouais, il y a du boulot. Justement, vous c'est dire. pour ça. Je préférais faire un petit brief, si ça vous dérange Ouais, pas. pas de souci. Prendre un peu l'antenne. Un petit brainstorm, donc avant notre commande sur Amazon, au lutin. Parce que maintenant, le Père Noël est passé en mode souple. Un start-up Noël. Voilà. D'ailleurs, notre slogan, c'est Start-up Noël All is Well. Ça tombe bien. Donc, c'est la société Jingle Bells Incorporated qui a racheté le Père Noël. Mais il est toujours dans le conseil d'administration, donc tout va bien. Donc, des mots d'ordre, souplesse, agilité, innovation, forcément. Alors, peut-être, pour les commandes de cadeaux, il faut penser nouvelle techno. Forcément, évidemment. Évidemment. Donc, on pensait, vu que c'est aussi, tout le monde n'a pas forcément les moyens, pourquoi pas imaginer des projections HD de cadeaux sous le sapin. Donc, il n'y a rien, il y a du vent. Mais en même temps, on est vraiment dans la nouvelle techno. Des bruitages aussi de cadeaux. Avec un petit bruit du journal. papier. Oui, voilà. C'est des sensations que les enfants recherchent. Alors, peut-être pas le cadeau qu'il y a dedans, mais peut-être qu'en les faisant trifouiller un petit papier journal... Voilà, ils retrouveront des sensations. Voilà. C'est le e-learning, une espèce de e-learning de cadeaux à base de DIY. Voilà, ça c'est important. Le do it yourself. Ah ouais. Le do it yourself, on est sur quelque chose de plutôt créatif. Donc, vu que c'est la mode des jouets en bois et que c'est la mode du DIY, pourquoi pas proposer à son enfant une bûche et une hache. Voilà, il fait lui-même son cadeau en bois, ça coûte pas très cher et il se débrouille souplesse, agilité. Il faut changer de prisme, vous l'aurez compris, il faut casser le tabou du Noël. Par exemple, on va indexer les cadeaux de Noël sur les notes, la moyenne j'ai obtenue. Ça, c'est une bonne idée, ça. C'est pas mal. Ouais. Qui a plus de 14 là? Qui pense avoir plus de 14 de moyenne G? Non, voilà, pas de cadeau. C'est ça Noël l'idée. cette année. Ceux qui ont le plus reçoivent le plus. Voilà, on est crowdfundé aussi. Allez chercher vous-même les financements pour vos cadeaux, comme le font les gens de l'école Jeanne d'Arc. Voilà, on est dans cette ère-là, en tout cas. C'est génial. Merci. Voilà. Merci, Catherine. Donc, je vous envoie les petits débriefs. Ouais, impeccable. Merci, je compte sur vous. Sur le cloud. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été à nos côtés. Merci. On vous souhaite bonne chance pour la suite. Héloïse, comme à vous, Inès. Et puis Stéphane, ne lâchez rien. Continuez comme ça à transmettre votre passion. C'était magnifique. On se retrouve demain pour le petit best-of consacré au monde de l'entreprise. Et puis jeudi, notre invité, ce sera le navigateur vainqueur du Vendée Globe, vous le savez, Armel Lecléage, qui nous fera le plaisir d'être à nos côtés. Voilà, mais on vous souhaite une magnifique journée. Restez connectés avec le Père Noël, forcément. Belle journée.